Bonsoir à tous, bonsoir Yvan. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Donc nous sommes ravis ce soir de d'organiser donc cette masterclass, ce webinaire pour parler d'émotions, de travail corporel et d'exposer tout ce que Yvan depuis maintenant plusieurs années nous apporte dans son travail grâce à la méthode Reboot. Et donc on va attendre là un petit peu l'arrivée de tout le monde dans ce webinaire. S'il y en a déjà, vous êtes déjà voilà, 70. Dans le chat, donc si vous pouvez juste marquer, ben voilà, il y a déjà pas mal de monde arrivé. Juste simplement sur la technique, si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, c'est pas de problème de connexion. Vous mettez juste un petit OK dans le chat. Et puis on va pouvoir démarrer. Du coup, on enregistre là ou pas? Ouais. Ok. Ah ouais, normalement ça tourne l'enregistrement. Ouais. Voilà. Donc OK pour moi. Voilà. Bon, super. Je pense que on est bien, donc on va pouvoir démarrer. Ouais. Ok. Merci à tous déjà d'être présents ce soir pour parler un petit peu d'émotions. Comme l'a dit Philippe, hein, le travail sur les émotions, c'est quelque chose que je travaille énormément dans le cadre de la méthode Reboot qui tourne autour de la respiration consciente. Et pourquoi? Parce que je m'intéresse à la composante très physique, très corporelle des émotions. Donc on va un petit peu parler de ça, discuter de pourquoi c'est intéressant en fait d'avoir une approche très corporelle aussi des émotions. Et à la fin en fait, je vous laisserai poser des questions, je vous montrerai deux trois trucs aussi qui peuvent être intéressants pour tester, voir justement si vous avez certains phénotypes émotionnels, on va dire. Donc voilà, tout ça sur une petite heure. Donc pour commencer, si on parle d'émotions, en fait, on peut avoir plein d'approches différentes et finalement c'est assez difficile de trouver une définition consensuelle sur les émotions. De façon très basique, hein, euh, en termes de définition, moi j'ai trouvé un truc qui est état affectif intense caractérisé par des troubles divers, ce qui est oui, mais c'est assez vague. Si on regarde du côté des psychologues, il va y avoir certaines définitions, du côté des biologistes, d'autres définitions, etc. Donc, je vais un petit peu prendre l'ensemble et dérouler pour essayer d'expliquer pourquoi j'en arrive à ce travail très corporel sur les émotions. Moi, par mon background, je viens donc de la biologie, hein, plus particulièrement de la génétique, du métabolisme, et dans les gens importants, notamment dans la génétique, il y a Darwin. Et pour Darwin, les émotions, c'est un phénomène physiologique qui est nécessaire à l'adaptation et donc à l'évolution. Pourquoi? Parce que les émotions permettent de rapidement communiquer, en tout cas dans ce qu'il dit, de rapidement pouvoir communiquer un état déclenché par un stimulus externe à l'ensemble de la population. Donc, Darwin, et son travail est parti de là et a influencé pas mal de biologistes qui ont travaillé sur les émotions. Pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement physiologique. Du côté de la psychologie, il y a une part cognitive qui est hyper importante dans les émotions, dans la mesure où quand on va avoir un stimulus interne ou externe, enfin surtout externe, qui va arriver, notre cerveau va l'analyser et va l'étiqueter comme déclenchant telle émotion ou telle émotion. Donc, les deux sont totalement exacts, mais il y a une énorme balance, en tout cas dans ce que j'ai pu voir jusque-là, sur le côté cognitif de l'émotion. On va essayer de beaucoup parler de l'émotion, l'exprimer, essayer de comprendre le pourquoi, du comment, etc. Ok. Il y a quelque chose qu'on oublie un petit peu. Donc, dans cette vision des choses, détecter un stimulus,
d'accord, qui peut être objectif, qui peut être subjectif, qui peut être imaginaire d'ailleurs. Et ça va déclencher chez vous une émotion donnée. Très bien. Mais il y a quelque chose qui est hyper important en biologie et qui permet en fait à tous les systèmes biologiques de fonctionner, c'est le principe de boucle de rétroaction. Ces boucles font que quand vous déclenchez en général un processus physiologique, au moment du résultat, il y a des systèmes qui vont être capables de capter le résultat pour renvoyer une information au cerveau pour dire « Ok, la réaction physiologique a eu lieu, maintenant il faut la couper ». Ça évite de rentrer en fait dans des réactions physiologiques infinies qui vont épuiser le corps, etc. Et ça, en fait, au niveau émotionnel, c'est pas quelque chose qui, pendant longtemps, a été pris en compte. La manière de réfléchir l'émotion, c'est il se passe quelque chose, je réagis et ça s'arrête là. Et en fait, c'est là où il y a un trou qui a été investigué par plein de chercheurs, notamment autour de la somatisation. D'accord ? J'ai l'émotion qui arrive, j'ai ma réaction physiologique, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, le corps en fait va enregistrer ce truc-là, mais il ne va pas y avoir le mécanisme rétroactif qui va dire il faut s'arrêter. Le corps va juste stocker l'information, va stocker en fait l'émotion. Et en fait, c'est là où on peut avoir un problème, puisque le fait que l'émotion soit stockée et que cette boucle de rétroaction soit cassée, on va toujours avoir le cerveau qui pense qu'on est encore en train d'exprimer l'émotion, et ça va finir par modeler sur du long terme notre comportement. Donc, si on regarde un petit peu le placement du travail émotionnel, moi je ne vais pas du tout me placer sur la partie cognitive, d'accord, qui en fait va traiter le pourquoi je ressens telle émotion, à quel moment et comment je fais pour mieux la gérer. Je vais m'intéresser en fait à cette sorte de somatisation émotionnelle qui va donner un faux signal en permanence. Donc ça, c'est le gros principe du travail que j'ai sur les émotions. Ce qui fait que ça va un petit peu plus loin que juste ce problème d'émotion qui remonte, c'est la question pourquoi ça reste là et pourquoi on a du mal à s'en débarrasser. Avant de répondre à cette question, je vais revenir sur justement des études qui ont été faites autour des expressions corporelles des émotions. Bon, il y en a eu pas mal. Hein. Celle qui est assez connue, c'est celle de Suédois ou Norvégien, je ne sais jamais, de Numenma, 2014 dans PNS, où en fait, ils ont montré qu'indépendamment de la culture, de l'ethnie, de tous ces trucs-là, les émotions se manifestent chez tous les humains de la même manière, au même endroit. D'accord ? Donc, il y a une composante mécanique très importante à l'émotion. Et ça, alors c'est pas les seuls qui ont fait ça, je cite juste l'étude la plus connue. Il y a Ekman qui avait théorisé ça aussi bien longtemps avant, mais eux, ils l'ont montré d'une manière qui est assez universelle et c'est assez intéressant. Et il y a plein de gens qui ont continué à travailler là-dessus. Ça a une vraie importance. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous avez une composante musculaire à quelque chose, ça veut dire que vous avez le potentiel de fatiguer votre muscle. Okay ? Et un muscle fatigué, il va avoir du mal à se détendre. Vous avez tous fait l'expérience d'avoir des courbatures ou d'avoir fait une grosse séance de musculation. Le muscle reste tendu très longtemps parce que le muscle est fatigué. Quand vous avez des émotions comme ça qui vont rester, ça va fatiguer le corps, et le corps en fait va rester dans la position de l'émotion en question. Et ça va créer un vrai souci, parce que dans la mesure où les émotions vont se manifester à différents endroits dans le corps, si le muscle reste, les muscles restent en tension, ça va créer un déséquilibre en fait de votre posture, d'accord ? Et pour pas tomber, parce que la posture c'est ce qui fait qu'on reste droit, on va mettre en place des compensations. Et en fait, c'est ce jeu de compensation et d'émotion qui va faire que c'est très difficile de se débarrasser du signal, parce que se débarrasser de ce signal, ça veut dire créer un déséquilibre postural que vous allez rattraper en remettant en place les muscles qui déclenchent le signal. Et si on fait une analogie avec ce qu'on peut voir par exemple en ostéopathie,
ou en chiropraxie ou ce genre de choses, vous savez que c'est assez difficile en fait de reprogrammer le corps en un claquement de doigts, parce que quand vous travaillez autour d'une problématique posturale, vous allez déséquilibrer le système qui va essayer de retrouver un équilibre, mais qui la plupart du temps, si vous faites rien de particulier, va tendre à revenir dans l'état dans lequel il était. Donc vous retournez voir votre ostéopathe 3 mois plus tard, etc., etc. Et en fait, les émotions, elles vont exactement créer ce problème-là. C'est-à-dire que si vous êtes colérique, vous allez créer un certain nombre de tensions dans le corps qui vont faire que votre posture va être déséquilibrée. Vous allez devoir les compenser, mais en les compensant, vous vous appuyez aussi sur ces postures-là pour tenir votre posture générale. Donc en fait, vous ne pouvez jamais sortir de là. Je vais vous donner un exemple avant de dire en fait ce qui se passe quand on essaie de sortir de là, mais l'exemple que j'utilise tout le temps et qui vient aussi, qui a alimenté ma réflexion autour de ça, vient des arts martiaux. Dans certains arts martiaux du sud-est asiatique, donc aux Philippines ou en Indonésie, il y a certaines écoles qui ont dû former pendant la Deuxième Guerre mondiale très rapidement des paysans ou des pêcheurs à aller découper à la machette des Japonais pendant la guerre. D'accord ? Donc on était avec des gens pas du tout câblés pour ça, qui ont dû être formés en très peu de temps à aller au combat. Et amener quelqu'un au combat, la problématique, c'est pas tant la technique que faire sauter l'inhibition de je tue quelqu'un. Or, quand vous avez affaire à des gens qui sont globalement pacifiques et qui ont une vie paisible et que vous les mettez dans une situation comme ça, tuer quelqu'un, ça vient pas naturellement, normalement, parce qu'on a plein d'inhibitions qui empêchent ça. Et la solution qu'a trouvée une école de Silat en particulier, c'était de mettre en place chez les gens une colère permanente. Et pour faire ça, il ne le faisait pas en leur parlant et en essayant de les mettre en colère, il les mettait dans une position qui activait absolument tous les muscles de la colère. Position très très en avant, avec la tête très en avant, les épaules très hautes, les épaules très hautes, mais les bras un petit peu en arrière. Et ça, en fait, ça crée une énorme agressivité chez la personne. Et d'ailleurs, vous pouvez faire le test là, mettez-vous dans une position, alors plutôt debout, mais dans une position de ce type-là, d'accord ? Donc la tête baissée, mais les yeux hauts, les épaules levées, les mains vers l'avant, et restez quelques minutes comme ça et respirez même pas minutes, quelques secondes comme ça, et vous allez sentir qu'il y a une forme d'agressivité qui monte chez vous. Ben, imaginez quand vous mettez des gens comme ça pendant 3, 4, 5, 6 semaines, tout le temps, 8 heures par jour, ben vous faites des gens à la fin qui sont très colériques, très agressifs. Et si ça en était resté là, on aurait pu dire oui, mais c'est peut-être autre chose qui fait que. Or, dans cette école, qui est assez vieille, ils se sont rendus compte d'une problématique quand on rend les gens hyper agressifs et qu'on les envoie à la guerre, c'est qu'après, il faut les récupérer et les réintégrer à la société. Or, ces types qui ont été formatés comme ça, ils étaient hyper dangereux une fois qu'ils revenaient. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne les laissait jamais se réintégrer au groupe avant qu'ils aient fait une deuxième phase de l'entraînement qui consistait à les redresser. Je répète, à simplement les redresser. Il n'y avait pas une psychothérapie des traumatismes qu'ils avaient pu vivre pendant le combat. On se contentait de les récupérer et de les redresser. Et ça suffisait en fait à faire descendre l'agressivité, à les remettre dans la vie courante. Et il y a un cas assez connu, je ne vais pas citer de nom, mais d'une personne qui a fait le début de cette formation-là, et pas la deuxième partie, la partie où on redresse. Et en fait, c'est une personne qui est extrêmement agressive et qui est même trop agressive pour une société comme la nôtre, quoi. Donc, en fait, simplement ce changement postural a complètement modifié le caractère de la personne. Et on en arrive à un point qui est super important et que j'ai observé au cours du temps aussi par la pratique, c'est que beaucoup de gens sont tellement prisonniers dans ces formes de corps-là que leur caractère, ou plutôt ils vont s'identifier comme étant comme ça. Alors qu'en fait, c'est comme si être triste faisait partie de leur caractère, alors que c'est juste une composante posturale. Ils ne sont pas des gens tristes, ils sont des gens dans une position triste qui fait qu'ils sont tristes tout le temps. Et ce truc,
donc qui est quasiment systématisé dans cet art martial, démontre ça en fait. Vous changez la posture de la personne, vous changez son caractère. Et en fait, le travail que je propose autour des émotions, c'est ça. C'est comment je fais pour sortir les gens de certaines postures pour qu'ensuite ils sortent de leur signalisation fausse de je suis dans cet état émotionnel tout le temps pour revenir à un état neutre. Donc ça, en fait, c'est quelque chose de super intéressant parce que très rapidement, on peut sortir une personne d'un état émotionnel. Le problème, c'est que, je reviens à l'exemple de l'ostéopathie, quand je change la posture de quelqu'un, je crée simplement un déséquilibre qui va être amené à être compensé. Et c'est là où on tombe dans la problématique de la gestion des émotions en règle générale, que ce soit par mon approche ou par les approches plus cognitives. C'est si vous prenez quelqu'un qui est toujours colérique et que vous lui expliquez que c'est pas bien d'être colérique et qu'à la fin il en est convaincu. À un moment donné, il est possible que sa posture finisse par lâcher. Le problème, c'est que comme vous lui donnez pas de solution à son problème postural, ben, il va trouver une compensation qui généralement, parce que biomécaniquement, c'est la solution la plus évidente pour le corps une fois qu'on sort de cette posture-là, ça va être de le faire tomber dans la tristesse. Quand il est dans la tristesse, on peut lui expliquer que la vie c'est génial et qu'il n'a pas à être triste. Ok, il a fait sa thérapie, il va mieux. Le problème, c'est que il va être dans une autre forme d'instabilité qu'il va falloir compenser. Et l'émotion qui, d'un point de vue biomécanique, est la plus adaptée pour compenser une absence de tristesse, c'est une trop forte excitation. Quand je dis excitation, je mets dedans tout ce qui est joie excessive. Les gens qui sont trop enthousiastes, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, qui sont trop réactifs. Et si je sors de cette surréactivité, pareil, biomécaniquement, la solution la plus logique, c'est d'aller dans les jambes, et ça va entraîner de la peur. Si j'enlève la peur, la solution biomécanique la plus évidente, c'est de se mettre en colère, et du coup, je suis prisonnier dans une forme de boucle. Mais c'est pas grave, il faut le savoir, et il y a plein de stratégies autour de ça. Et certains peuvent décider tout simplement, moi je préfère être colérique que triste, donc je vais forcer ma position colérique, comme ça je vais plus être triste. C'est une solution. D'autres vont dire, moi je préfère être hyper excité, hyper enthousiaste tout le temps, donc je suis triste, je vais passer à l'hyper enthousiaste et je vais rester là-dedans et je suis très bien. Pas de souci. Mais il faut savoir que c'est une roue qui va tout le temps tourner en fait. Donc c'est pour ça que j'appelle ça la roue des émotions. Il y a une porte de sortie qui va demander un travail de fond beaucoup plus important et qui est la base de ce que je fais dans la méthode Reboot, puisqu'en fait c'est une reconstruction de la personne en partant du corps et en passant par son esprit, mais c'est une reconstruction de la personne qui va faire qu'on va pouvoir sortir de cette roue des émotions parce qu'on va donner une autre solution que le corps avait, on va dire, oublié et qui n'est pas activable spontanément chez 99% des gens parce que mécaniquement ils n'ont pas ce qu'il faut où ils n'ont pas les parties du corps suffisamment musclées pour pouvoir donner une solution alternative à cette roue. Donc voilà un petit peu la logique du travail, voilà les principes sur lesquels repose cette roue des émotions. Vous voyez que c'est assez amusant parce que finalement la roue tourne toujours dans cet ordre-là, parce que dans le sens inverse, posturalement, ça ne fait pas vraiment sens. Et vous retrouvez, sans être spécialiste, mais il me semble que c'est plus ou moins les étapes du deuil, le truc de la colère, la tristesse, puis la joie, enfin, toutes ces choses-là, en fait, ça va toujours dans ce sens-là. Et je pense que, toujours sans être spécialiste, mais même si on passe par le cognitif, si vous enlevez une de ces émotions-là, vous risquez de tomber dans la suivante, globalement toujours dans cet ordre-là. C'est possible de remonter d'une émotion, mais vous n'arriverez pas à remonter de deux. C'est trop difficile posturalement. Donc, voilà un petit peu la logique du travail. Ce qui fait qu'en fait, quand on a cette grille de lecture, ça va être assez facile de voir chez les gens leurs problématiques. Parce qu'en fonction de la manière dont ils bougent et de la façon dont ils vont réagir à certaines choses, on va pouvoir savoir si ils sont plutôt d'une émotion que d'une autre. Globalement, il y a 4 émotions principales, celles que je viens de vous dire. Et après, il y a 4 émotions
secondaires dont je ne vais pas parler là et dont je ne parlerai pas au stage à Paris, parce que c'est un travail un petit peu plus avancé et que c'est, on va dire que c'est du fignolage, même s'il peut y avoir des trucs assez profonds qui se débloquent à ce moment-là. Mais on va tourner autour de ces 4 émotions. Et ces 4 émotions, on va dire que c'est des émotions qui entraînent un déséquilibre très externe. Donc c'est quelque chose à l'œil qui se voit très très facilement une fois qu'on l'a. Et globalement, en quelques tests, on peut savoir si la personne elle est plus ou moins dans une émotion ou dans une autre. L'avantage de ça, c'est que on n'a pas besoin de parler à la personne de pourquoi elle est comme ça. Parce que, de mon point de vue, à partir du moment où je vais parler à la personne de pourquoi elle est comme ça, elle va se rappeler de pourquoi elle est comme ça, et le fait qu'elle se rappelle de pourquoi elle est comme ça va encore réactiver la même émotion. Donc ça va juste renforcer ce qu'on cherche à enlever. Alors que quand on passe uniquement par le corps, c'est un peu comme une séance de massage finalement. C'est pas besoin de parler à la personne, il y a un déséquilibre, on va simplement résoudre le déséquilibre et globalement ça va aller mieux. Et d'expérience, souvent on n'a pas besoin, la personne une fois qu'elle a géré son émotion, il n'y a pas réellement besoin qu'elle réfléchisse trop à la raison pour que le truc soit stabilisé, quoi. Donc voilà un petit peu la logique de travail. Je propose que déjà on fasse une première coupure là, sur cet aspect théorique, si les gens ont des questions. Et après, je montrerai quelques tests, justement pour savoir quelles sont les émotions qui peuvent être plus ou moins actives chez les gens. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Ce qui est intéressant dans un des aspects que tu évoquais, c'est le caractère très énergivore en fait de ces déséquilibres, dont certains sont plus évidents que d'autres. Par exemple, la tristesse, on aura assez facilement tendance à les consulter parce que c'est quelque chose qui va nous peser. L'excitation, c'est beaucoup plus sournois et encore plus, c'est certainement, des 4, ce que tu nous as montré plusieurs fois, la plus énergivore. Et celle qui passe sous le radar finalement de la conscience parce que c'est efficace. Ouais. Il y a une déperdition d'énergie. On parle de passoires thermiques dans les maisons. C'est exactement ça en fait. Et très souvent, dans beaucoup de gens qui sont câblés comme ça, qui ont comme émotion, comme déséquilibre principal l'excitation, c'est difficile de s'en débarrasser parce que c'est efficace. Ça les mène très loin, jusqu'au moment où ils se crament. Ouais. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un burn-out. C'est littéralement une combustion interne. C'est tout ça dans l'économie énergétique finalement du sujet, c'est tout à fait logique la manière dont ça s'engramme et la manière dont justement tu peux à travers donc cette approche-là déballonner tout ça, quoi. Ouais, et ça, ce qui me fait penser à un truc qui est super important dans ce que tu dis, c'est que souvent justement les gens ils classifient les émotions comme quelque chose de bien ou pas bien. Ouais. Non, une émotion c'est une déperdition d'énergie tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, ça veut dire qu'il faut savoir que c'est une déperdition d'énergie. Donc, n'importe quel excès émotionnel va être une déperdition d'énergie. Et tu parlais d'excitation où effectivement c'est très sournois, mais c'est peut-être même pas le pire. Le pire, c'est le surenthousiasme. C'est-à-dire que en plus, il y a un effet très dopamine non seulement je suis super excité, mais j'ai besoin d'avoir de plus en plus de stimulation. Ouais. Pour moi, c'est même pire que la tristesse, parce qu'au moins la tristesse, bon, t'es crevé, etc., mais ça bouge pas. Cet excès de dopamine, il va en fait cramer tout. C'est la recherche d'intensité finalement qu'on connaît, qui aboutit à des comportements à risque, qui arrivent, que ce soit la vitesse en moto ou les comportements addictifs, etc. Enfin, tout l'excès justement, c'est ça qui est dangereux. Ouais, et c'est les bouddhistes qui disent que en fait il faut une forme d'état d'équilibre au niveau émotionnel, mais c'est totalement ça. L'idée c'est pas de pas avoir d'émotion. L'idée c'est que l'émotion doit être un signal. Si on revient à du pur darwinisme, l'émotion c'est j'ai un signal qu'il y a quelque chose qui se passe et je communique à moi et aux autres que ce truc-là se passe. Et ça doit s'arrêter là. Une fois que la communication est faite, le boulot de l'émotion est quasiment fait, plus mettre le corps dans un état approprié pour y répondre. Mais une émotion qui dure,
c'est juste c'est une perte d'énergie, qu'elle soit bonne, enfin classée comme bonne cette émotion ou mauvaise. Ça, c'est hyper important. Elle peut être agréable ou moins agréable, mais effectivement, c'est toujours un déséquilibre. Ouais. Donc, qui est l'auteur de La roue des émotions, demande Thierry. Il y a comment il s'appelle, Plutchnik. Plutchnik. Ouais. Alors Plutchnik, c'est l'auteur d'un truc qu'il appelait La roue des émotions, qui est quelque chose de très différent de ce que moi je propose. Il a aussi ces notions il y a des gradations dans les émotions, il y a plusieurs trucs, donc ça s'appelle La roue des émotions. Ce que je décris là, c'est quelque chose que j'ai théorisé dans mon travail et qui va faire l'objet de plusieurs bouquins certainement. Donc il faut peut-être que je trouve un autre nom, mais en tout cas, ce dont je parle là, c'est ce que moi j'ai théorisé. Je demande comment gérer la frustration. Alors la frustration, c'est une émotion qui est un mélange entre de la colère et de la tristesse. Donc il va falloir repasser par le travail de ces deux émotions pour la gérer. Pouvez-vous récapituler les 4 émotions dans l'ordre de la roue? Alors, on peut l'attaquer de n'importe quel bord, la roue, mais l'ordre de la rotation, on va dire, c'est peur, colère, tristesse, excitation. Quid du yoga du rire? Alors, je ne connais pas spécialement le yoga du rire, mais de ce que j'en ai vu, ça va entraîner un déséquilibre dans une émotion agréable, mais ça reste un déséquilibre. A-t-on besoin de faire du renforcement musculaire avant? Point d'interrogation. Ici, oui, quelle partie du corps? Non, pas spécialement. Et quelle partie du corps on va travailler? Ça va dépendre de l'émotion. Ouais. Je pense que pour rebondir sur cette question, parce qu'on me pose souvent la question sur les lombalgies, par exemple. Ouais. On sait qu'il y a des groupes musculaires qui sont très tendus et douloureux, d'où la consultation, parce que c'est discal et quasiment tout le temps, il y a une composante myofaciale, donc on retrouve le tissu conjonctif, etc. Et il y a des parties donc trop tendues, trop contractées, et d'autres qui sont désinhibées, en fait, qui sont trop faibles. Les abdos, certaines parties, les psoas, etc., qui mixent tension et déficit moteur, en fait, quasiment. Et quand on me pose la question, je leur dis, le problème, oui, il faudrait renforcer le groupe musculaire déficient, les antagonistes, par exemple, si c'est les agonistes qui sont trop tendus. Mais le problème, c'est que c'est très difficile de muscler électivement le groupe déficitaire. Parce qu'on risque de renforcer les tensions. Et donc, du coup, c'est typiquement les gens qui vont chez le kiné, avant ou après une intervention, qui disent je suis revenu et pendant 3 jours, j'étais plié de douleur. Et ce n'est pas parce que le kiné a mal bossé. C'est parce qu'il y a eu c'est très difficile, encore une fois, de renforcer électivement tout ça. Et on est plus dans l'idée, globalement, de détendre plus que de renforcer, de contracter, parce que c'est quand même une contraction musculaire qui risque de mettre le faux poudre. Tu sais, les lombalgies chroniques aspécifiques, c'est un truc, on s'y est un petit peu intéressé avec Marlène. Et typiquement, ces lombalgies-là, elles sont liées dans cette grille de lecture à la peur et l'excitation. À la peur d'ailleurs que l'excitation. Ce qui fait que quand tu enlèves la peur, en fait, tu vas avoir les psoas qui vont arrêter d'être contractés pour rien et donc d'être fatigués tout le temps. Tu as, pareil, le carré des lombes qui va aussi se détendre. Ce qui fait qu'en retour, tu vas pouvoir aussi avoir. Alors, le problème, c'est que la peur, ça va du coup, cette détente-là va te déséquilibrer, va t'amener vers la colère. Mais si tu mets en place ta respiration, c'est comme ça en fait que tu vas compenser par le gluteficus, par le caisson diaphragmatique, etc. Mais ouais, les lombalgies chroniques, c'est un super exemple justement de quelque chose qui on le mettrait pas sous le dos des émotions, alors qu'en fait, si la peur fait tendre vers la lombalgie chronique. Ouais, c'est ça. Et ça, toujours pareil, le lien entre muscles et émotions, là, on a discuté plusieurs fois dans le top 3 des causes de burn-out, la position assise prolongée. Ouais. Quand même, statistiquement, le Français passe 7h30 par jour en position assise. Et ça entraîne, on pourrait rentrer dans les détails si vous voulez, mais des contractions des psoas qui eux-mêmes envoient un signal tout à fait direct qui passe complètement sous le radar de la conscience du cognitif, un signal de peur, justement, et en permanence.
Et ce que tu disais, on a beaucoup de gens qui sont en burn-out parmi les gens qui sont en position assise prolongée, et très peu pour les gens qui s'activent physiquement, les travailleurs du bâtiment, etc., qui, eux, ont d'autres problématiques, plutôt de colère parce qu'ils travaillent la partie haute. Et donc, c'est presque expérimental comme démonstration. Toujours, ce que tu nous as toujours montré dans la méthode Reboot, c'est d'avoir justement ce coup d'œil toujours sur est-ce que ça marche en pratique? Est-ce que c'est pas juste on part dans les théories du mental? Est-ce que ça peut être appliqué en particulier en clinique? Et depuis que j'ai cette grille de lecture, c'est incroyable comme ma vision des choses a changé, enfin au moins sur cet aspect-là, sur la dynamique d'installation et donc de traitement, si on peut dire, de rééquilibrage après pour en sortir, quoi. En fait, alors ça, pareil, hein, sans rentrer trop en profondeur, mais quand tu regardes effectivement qui sont touchés par les burn-out, tu l'as dit, hein, c'est des cadres. Et quand tu regardes les raisons du burn-out, c'est des raisons qui pourraient être complètement désactivées si la personne n'avait pas peur de tout un tas de choses, c'est-à-dire perdre son travail, peur de son boss, peur de pas, je sais pas, de pas être reconnu. Mais tout ça, ça reste de la peur. Et tu prendrais n'importe quel fermier ou autre à qui tu fais chier comme ça, bah, il se casse en fait le type. Ou n'importe qui, tu lui parles comme ça, il se casse. Ouais. Alors qu'il y a des mecs qui sont surqualifiés, qui pourraient se trouver sans problème un travail ailleurs, qui restent là à encaisser ça, parce que justement, il y a cette peur qui s'est engrammée. Et pour moi, la position assise, de plus, ça c'est, on va dire... En plus, il y a la fermeture pectorale en plus. Ouais. L'accélération de la fréquence respiratoire, mais l'ensemble fait que ça met les gens dans un état de stress et dans une capacité de réagir avec logique et avec recul à ce qui leur arrive, qui est inexistante. Et c'est délirant que tu as très peu de burn-out chez le militaire, en fait. Alors, tu as de l'épuisement, mais le burn-out au titre que voient les cadres, tu n'en as pas. Alors, tu as des mecs qui sont en opération, quoi. Les mecs, ils sont épuisés avant de faire un burn-out. C'est ça. Donc, c'est quand même assez parlant du fait que c'est pas qu'un problème d'intensité du stress, c'est la manière dont on analyse le stress. Et si on a un corps qui est en permanence terrorisé, bah, tu as moins de recul en fait. C'est vraiment la mécanique des émotions. Je crois que c'est vraiment ce qui... Sortir de la roue passe-t-il toujours par la mise sous contrainte du corps dans la méthode? Non, pas du tout. Au contraire, au contraire, si tu mets ton corps sous contrainte, tu vas pas pouvoir évacuer, puisque alors ça j'ai écrit cet exercice dans le livre, je pense que tu l'as lu, mais il y a un exercice qui est hyper parlant par rapport à ça. Ça, c'est un exercice que tu fais quand tu veux un petit peu travailler dans les arts martiaux, ta lecture de l'intention de l'autre. En gros, quand tu cherches à savoir quand la personne va attaquer, tu cherches à bouger avant que la personne attaque. Parce qu'il y a plein de signaux, de micro-signaux qui sont des appels en fait que font la personne et qui fait que toi tu le captes et que tu peux bouger. Ces signaux, tu les captes par le corps. C'est-à-dire si tu essaies de mentaliser la chose, tu vas toujours être en retard. Par contre, au niveau corporel, tu vas avoir tout un tas de réactions du corps de peur, notamment qui te disent là il faut bouger. Il y a un danger, il faut bouger. Le corps te le dit. Le corps même te met en mouvement, en fait, concrètement, si tu le laisses faire. Ce qui se passe dans cet exercice, donc pour faire l'exercice, le contexte, c'est le suivant. On fait en général avec des couteaux d'entraînement, parce que le couteau, ça monte le niveau d'intensité de l'exercice. Et dans un premier temps, on frappe la personne, ou on se fait frapper avec le couteau d'entraînement. D'accord ? C'est pas dangereux, mais ça fait mal et ça laisse une forme de mémoire au corps qui dit ah, là, il y a un problème, ce truc-là, ça fait mal, j'ai pas envie de me le prendre une deuxième fois. Et ce qui va se passer, c'est au départ, donc la personne est avec le couteau, elle attend, et quand elle décide d'y aller, toi, tu dois l'avoir détecté et partir avant. Or, ce qui va se passer chez les gens, la plupart du temps, c'est qu'ils ne vont pas être sûrs d'eux, donc ils vont avoir la sensation de il faut que j'y aille, mais comme ils ne sont pas sûrs d'eux, ils se disent ah ouais, mais en fait, si je pars, j'ai échoué dans l'exercice, donc je vais bloquer mon corps et je ne vais pas y aller. Donc le corps a envie de partir, le cerveau dit non, tu restes. Ok. Et en fait, ce truc-là se passe, l'exercice avance, et au fur et à mesure de l'exercice, la personne, elle est de plus en plus tendue, elle surréagit, elle commence à faire n'importe quoi, en fait. Et ça, c'est lié à quoi ? C'est lié justement au fait que l'expression de la peur n'est pas
exprimé correctement par la personne qui l'inhibe en fait par son mental, par sa volonté ou peu importe. Donc on peut dire oui, non, mais en fait non, c'est que c'est le stress qui augmente, la personne fatigue. Ça pourrait être le cas. Sauf que dans cet exercice-là, quand on voit que la personne est comme ça, on lui fait faire quelques exercices très rapides. C'est quelque chose qui dure entre 30 secondes et 1 minute pour justement mobiliser ces zones qui n'ont pas pu bouger pendant tout le long de l'exercice. Vous remettez la personne dans l'exercice et elle va retrouver en fait sa lecture comme au début. Et si vous expliquez à la personne qu'elle bouge, qu'elle doit bouger, même si elle se trompe, mais que dès qu'elle sent qu'elle doit bouger, elle bouge, ben vous allez voir que la personne, elle garde ses capacités-là intactes. Donc en fait, ça, c'est un exemple ultra condensé dans un exercice d'une forme de somatisation. C'est-à-dire que vous empêchez le corps, vous le mettez sous contrainte pour pas qu'il exprime son émotion. Ces tensions-là s'accumulent, ce qui fait que vous avez de plus en plus cette émotion qui est présente chez vous, donc la sensation de peur est de plus en plus présente, et comme vous luttez contre cette sensation-là, ben ça crée en fait un désordre total dans vos sensations, et vous êtes bon à rien, vous êtes juste un plot en fait qui tremble. Et il suffit de remettre en mouvement ces tissus, de remettre en mouvement ces muscles pour que juste en quelques dizaines de secondes, l'état soit redevenu normal, simplement en mobilisant ces tissus. Donc, est-ce que sortir le corps passe toujours par une mise sous contrainte du corps? Ben non, il faut faire justement l'inverse. Il ne faut pas mettre le corps sous contrainte, il faut le laisser exprimer ce qu'il a envie de faire. Et justement, tout le travail technique que je mets en place dans la méthode, c'est d'avoir des exercices qui permettent d'aller activer spécifiquement ces réponses. Vous avez associé la peur avec les jambes. Est-ce que les autres émotions se localisent plus spécifiquement? Oui, tout à fait. Vous avez une cartographie assez précise des émotions que vous pouvez voir d'ailleurs dans le papier des Suédois ou des Norvégiens, là, de Numelman 2014. Il y a d'autres auteurs, je crois qu'il y a même Damasio qui vient de sortir un papier, j'ai pas pris le temps de le lire encore, mais sur une cartographie de la somatisation. Voilà, donc ça, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, de l'ordre de la théorie. Hein. On va dire que la cartographie émotionnelle, elle est assez consensuelle. Ce qui ne l'est pas, c'est la manière en fait d'activer spécifiquement de façon mécanique ces zones. Comment gérer la frustration de ne pas obtenir ce que l'on désire et le sentiment de ne pas être compris? Alors, ça, il y a une composante émotionnelle là-dedans, mais il y a une composante qui est purement, on va dire, alors j'aime pas mental parce que mental c'est réducteur, mais une composante de l'esprit. Donc, dans le cadre de la gestion émotionnelle, on va diminuer effectivement la frustration, on va diminuer sa manifestation et même très fortement. Mais par contre, le sentiment de ne pas être compris, c'est une problématique beaucoup plus profonde qui est, je sors du cadre purement émotion là-dedans, mais qui est liée au fait en fait que tu as mis en place une façon de te comporter qui n'est pas en adéquation avec qui tu es. Et du coup, tu te retrouves face à une impasse qui crée en fait cette frustration. Donc, pour sortir de là, il faut comprendre cette construction et réajuster tes comportements ou les motivations de tes comportements pour ne plus être coincé là-dedans. Mais la frustration à proprement parler, elle va se régler en diminuant le niveau par notamment ces tissus dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelle est ta lecture du mouvement régénérateur par rapport à la roue des émotions? Alors, on m'en parle beaucoup du mouvement régénérateur. On me l'a montré 2-3 fois. On va dire que c'est quelque chose de non spécifique de ce que j'ai vu, le mouvement régénérateur. Donc, ça détend, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à ce que moi je fais, le mouvement régénérateur ressemble plus à ce qu'on peut avoir dans des situations d'état de conscience modifié que le travail des émotions. Le mouvement régénérateur, il va laisser le corps s'exprimer et mettre en place des choses dont il a besoin, mais on va plutôt, par exemple, moi j'ai un exemple de ça, alors pas par le mouvement régénérateur, mais c'est intéressant, c'est quelqu'un qui faisait du mouvement régénérateur depuis des années, et en fait moi je l'ai mis en état de conscience modifiée et ça a tout de suite débloqué un truc, c'est-à-dire que dans ces trucs-là,
le corps ne va pas pouvoir spécialement, et ça je ne sais pas pourquoi, évacuer de façon très efficace ces déséquilibres posturaux, parce que je pense qu'il s'appuie trop dessus. Par contre, il va être capable de reconnecter des liaisons corporelles qui se faisaient mal, ce qui peut permettre de rétablir un bon équilibre. Dans le cadre de la personne dont je parlais, il avait absolument aucune activation, alors je sais plus, mais des piliers antérieurs du diaphragme, ce qui fait qu'il était toujours affaissé. Ça faisait des années qu'il travaillait là-dessus, et après un travail autour d'un état de conscience modifié, ça s'est réactivé tout de suite, pof, sa posture elle a changé. Mais ça lui a pas détendu, par exemple, ses problèmes de dos ou autre. C'est vraiment des choses qui se sont activées et pas des choses qui se sont enlevées. Mais parce que je pense que activer quelque chose qui ne l'est pas, c'est de l'ordre du neurophysiologique, alors que venir détendre des tissus contractés ou du musculaire, c'est de l'ordre parfois du mécanique. Parce qu'en fait, il y a une contrainte qui est tellement forte que le neurophysiologique n'est pas assez performant pour faire ça. Donc c'est peut-être pour ça en fait que c'est plus facile d'activer des choses pour le corps quand il est dans des pratiques comme ça que d'enlever des choses. Si on ne doit pas s'occuper de la cause, elle existe toujours, donc va revenir régulièrement. Point d'interrogation. Oui et non, en fait. En fait, le truc qu'on dit souvent, c'est pour quelqu'un qui a un marteau, tout ressemble à un clou. Si tu es dans un état de colère permanent, d'accord, et que tu as un stimulus, ta tendance va d'y réagir avec de la colère. Et en fait, si tu enlèves cette colère, ce qui va se passer, c'est quand tu vas te retrouver face au même stimulus, c'est pas du tout dit que tu vas réagir de la même manière. Parce que simplement, ça va t'ouvrir ton champ de possibilités de réaction. Je vais prendre un exemple un peu moins problématique, parce que quand on rentre dans les émotions négatives, ça renvoie à des choses qu'on a vécues, des mauvaises expériences, etc. Et on n'a pas trop de lucidité, mais on va prendre un autre exemple. Quelqu'un qui est hyper excité pour tout, il va être aussi enthousiaste pour le fait qu'il voit un arc-en-ciel que pour le fait qu'il a eu une augmentation, que pour le fait qu'il voit un ami qu'il a vu la veille, mais qu'il est super content de voir. Il est toujours trop enthousiaste. Vous lui enlevez cet enthousiasme, il va en fait avoir d'autres réactions. Par exemple, peut-être que au lieu d'être super content de voir un arc-en-ciel, ça va peut-être lui faire, il va voir l'arc-en-ciel, il va peut-être se poser des questions au lieu d'être super content. La personne qui l'a vu la veille, plutôt que de s'exciter, il va peut-être réfléchir à des trucs intéressants qu'il pourrait faire plutôt que juste s'exciter à être à côté de la personne. Donc en fait, le problème de ces émotions qui définissent la personne fait que ça va quasiment conditionner une réponse. Et donc c'est pas parce que la cause est toujours là que vous allez forcément avoir la même réponse. Et justement, le fait d'être capable de prendre du recul parce que notre comportement n'est pas conditionné par l'émotion en question va peut-être vous faire trouver des solutions faciles que vous n'aviez pas vues à un truc qui est là depuis des années. Et vous allez vous rendre compte que oui, en fait, la cause du problème, elle crée cette réaction-là, mais parce que vous aviez décidé ou que vous n'avez pas la possibilité de faire autrement que d'y réagir de cette manière-là. Et la honte? Alors, la honte, c'est un mélange c'est un mélange de plusieurs émotions, dont une émotion secondaire, donc je ne vais pas trop en parler, mais dans la honte, il y a une notion de tristesse aussi. Pour une émotion donnée, cela correspond à un besoin et on peut avoir des actions qui nourrissent ces besoins. Êtes-vous OK avec ces actions ou pour vous, c'est uniquement corporel? Alors, je ne comprends pas très bien la question. Je vais essayer de donner une réponse avec ce que je comprends. Je l'ai dit, il y a plusieurs composantes dans une émotion. Là, ce dont on parle, c'est de la composante problématique qui est une émotion qui ne s'est pas exprimée et sur laquelle on a pris l'habitude de s'appuyer pour se construire. Donc, qui n'est pas pertinente, ou en tout cas pas pertinente dans un quart des situations au moins. Enfin, dans les trois quarts des situations au moins. Sur le fait qu'une émotion répond à un besoin, alors ça dépend de ce qu'on définit par besoin, mais sur le fait que on va dire l'émotion a une fonction physiologique, oui, tout à fait. Et il ne faut pas chercher à ne pas avoir d'émotion parce que les émotions sont un super indicateur de plein de choses. Il
il y a certaines traditions qui considèrent que, par exemple, l'émotion, c'est le premier niveau, on va dire, d'une forme de magie, puisque c'est à partir d'une intention, on a une manifestation physique qui répond à notre problème. Donc, non, l'émotion, c'est quelque chose, il faut l'avoir. Et c'est pas uniquement corporel, il y a une partie cognitive là-dedans. Mais moi, je ne m'intéresse qu'à la partie que je considère comme problématique, c'est-à-dire ce feedback qui se fait pas et qui fait qu'on maintient en fait l'émotion toujours là et qu'on se construit autour d'elle. Et ça, pour moi, c'est uniquement corporel. Par contre, les conséquences de ça peuvent être mentales. Ça, c'est assez connu en neuro, mais vous savez que le cerveau est très fort pour se construire des justifications a posteriori. Il y a plein d'expériences rigolotes autour de ça, notamment en fait, il y en a une qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque, c'est vous montrez des choses à une personne et à un moment donné, il y a quelque chose que vous lui montrez pas, vous lui dites qu'il l'a vu et il va reconstruire une histoire autour du fait que ce truc-là, il l'a vu. Donc en fait, le problème de cette construction cognitive, c'est que le cerveau va toujours devoir trouver une justification à pourquoi il se retrouve dans cet état émotionnel. Et c'est pour ça que c'est hyper vicieux parce que on reprend l'excitation dont Philippe parlait tout à l'heure. Quand on est excité, le cerveau doit comprendre pourquoi il a le message d'excitation qui est là en permanence. Donc en fait, il va trouver des stimulations pour maintenir cette excitation puisque sinon il n'y a pas de raison d'être excité. De la même manière que quand vous êtes tout le temps colérique, le cerveau va aimer avoir des raisons d'être colérique. Et en fait, ce uniquement corporel va créer une réponse cognitive qui est basée sur rien, en fait, qui est juste basée sur un mauvais signal. Je ne sais pas si j'ai répondu. Peut-on travailler sur les émotions qui sont profondément ancrées depuis l'enfance, comme la peur ? Oui, et justement, ce que moi j'observe, c'est que les gens se construisent, et c'est le côté depuis l'enfance. Alors moi, je suis pas trop dans ce délire-là, mais il y a une vérité à ça sur le depuis l'enfance, c'est que la construction d'un enfant, enfin, d'un petit enfant, ne se base absolument pas sur les tensions émotionnelles. Les tensions émotionnelles qui forgent la posture, qui construisent la posture, arrivent un petit peu plus tard. Et donc, effectivement, il y a des émotions qui sont là depuis l'enfance. Mais en fait, c'est pas qu'elles sont ancrées, c'est que vous êtes construit autour d'elles. Et donc, la question de savoir si on peut les désancrer, oui, c'est juste une réadaptation posturale. Mais vous ne pouvez le faire que si vous donnez à votre corps une solution pour compenser le fait de ne plus avoir cette émotion qui est présente. Une seule séance suffit pour régler l'émotion, pour l'interrogation ? Non. Pour une raison très simple, c'est est-ce qu'une séance de kiné, ça suffit pour faire une rééducation ? Moi, je fais pas de magie, je fais quelque chose de très très corporel, donc ça demande du temps. Ce que ça va, en une séance que vous allez voir, c'est oui, cette émotion, elle me concerne, oui, je sens le déséquilibre, oui, je sens ce qui se passe quand il y a plus de déséquilibre. Après, à vous de voir si vous voulez sortir de cette émotion pour aller dans une autre. Est-ce que à vous de voir si vous êtes prêt à faire le travail qu'il faut. Moi, j'ai l'habitude de dire un machin qui a mis autour duquel on s'est construit pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. On l'enlève pas en 1 heure en fait. Ça, c'est pour moi, c'est de la magie de faire ça. Et je fais pas de magie, donc ça prend un petit peu de temps. L'avantage, il y en a 2, c'est comme on passe par la respiration et que vous respirez a priori 25 000 fois par jour. En une journée, vous avez fait plus d'exercices que dans toute votre vie réunie, certainement. Et deuxième avantage, comme la solution que je propose au corps est moins énergivore et plus efficiente, le corps va toujours vers la direction de la moindre consommation d'énergie et de l'efficience. Voilà. Donc, en fait, les solutions que je propose, le corps va les aimer. Donc, il va falloir répéter relativement peu pour arriver dans cet état-là. Et c'est ça, s'appuyer sur le levier qui est la respiration, donc cette seule fonction physiologique qui soit à la fois du domaine du volontaire, du contrôle volontaire, parce qu'on peut accélérer ou bloquer sa respiration, et qui bien sûr est automatique quand on n'y pense pas.
Ça, c'est une interface parfaite sur le plan physiologique au départ, puisqu'on parle du corps, mais bien sûr, après, on a des retentissements, des échos au niveau mental, même spirituel, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que une fois qu'on a appris finalement, et c'est même pas appris, c'est réappris au corps, puisque la posture parfaite, la respiration parfaite, le mouvement parfait, c'est le bébé, la première année avant la marche, en fait. Et c'est là où les problèmes arrivent au niveau postural, avec les muscles antigravitationnaires qui s'installent, etc. Bon, il y a tout un tas de déséquilibres. Et du coup, il ne s'agit pas. La respiration, ça ne s'apprend pas, en fait. Ça se retrouve. Et ça se libère, littéralement, de toutes les tensions qui l'entravent. Et à partir justement de cette fonction automatique, elle est absolument géniale parce que on n'a pas besoin d'avoir une routine. Au début, oui, bien sûr, il faut passer à l'action, il faut une discipline pour ça, un plan de travail, être accompagné, bien sûr, pour ça. Mais après, ça fonctionne tout seul parce que la respiration, tu parlais de 26 000 fois par 24 heures, c'est tout à fait ça. On a ça pour les lombalgies. Quand justement on détend, c'est 26 000 fois par 24 heures l'occasion de se faire masser le rachis lombaire par la respiration, même quand on dort. Donc c'est un truc super économe et super efficace. Une fois qu'on a retrouvé ça, ça fonctionne tout seul. Tout à fait. Donc il y avait quelques questions sur comment sortir de ces trous. Enfin, je crois que tu as répondu dans une réponse assez intégrée. Les gens en burn-out ont parfois les épaules qui penchent en avant. Donc, quel type d'émotion évoque cette posture? Alors ça, c'est intéressant parce que c'est les gens qui vont faire un burn-out ou les gens qui ont fait un burn-out. Et justement, si la réponse est les gens qui ont fait un burn-out, les gens qui ont fait un burn-out, leur corps essaie en fait de leur dire d'abandonner. Donc, on est très clairement dans la tristesse qui se manifeste effectivement par les épaules qui penchent en avant parce que la tristesse, c'est une fermeture complète du thorax et une forme de concentration des ressources et de l'énergie au niveau du cœur et des poumons pour en fait protéger les trucs les plus vitaux et empêcher le corps en fait de continuer à s'agiter parce qu'il n'y a plus d'énergie. Prenez-vous en compte les organes comme en médecine chinoise? Alors, on va dire que ça colle bien à une partie de la médecine chinoise. Donc, les gens qui font de la médecine chinoise s'y retrouvent. Est-ce que je l'ai construit autour de la médecine chinoise? Pas du tout. Je pense qu'on est juste arrivé sur des conclusions qui étaient similaires. Par contre, il y a une grosse différence avec la médecine chinoise, c'est que moi, je pars sur une base de 8, de 4 et de 8, alors que de mémoire, la médecine chinoise, ils sont sur une base plutôt de 5. Et sur ces 5, pour moi, il y en a une qui ne colle pas. Voilà. Est-il possible d'avoir un exemple concret de pratique appliquée à une émotion? Quelle heure il est? Alors, oui, il aurait déjà 21h. Ouais, il y a pas mal de questions encore. En fait, c'est l'occasion justement de parler également du stage qui justement est organisé le 13 et 14 mai à Paris. Donc c'est un week-end où vous aurez tout à fait l'occasion de pratiquer, de voir ça avec Yvan en direct et justement ce travail en profondeur va permettre quand même de débloquer pas mal de choses. Déjà au moins de prendre conscience pour ceux qui sont novices dans cette approche-là, de prendre conscience pas seulement intellectuellement, mais justement qu'est-ce que ça peut représenter. Là, il faudra quand même du passage à l'action, mais justement un atelier pratique et j'en profite d'ailleurs pour vous ouvrir le bandeau qui est ici sur la droite. Si vous souhaitez donc vous inscrire au stage, concrètement, on va augmenter les prix à partir du 16, en principe au 16 avril. Donc voilà, il reste quelques jours si vous voulez profiter de l'inscription pour ce stage, où justement tous ces aspects-là, de manière individuelle, certes c'est en groupe, mais on va pouvoir faire un travail, vous allez pouvoir faire un travail avec Yvan pour aller beaucoup plus loin finalement dans la compréhension, dans le décodage finalement de ces relations entre émotion, posture et respiration, bien sûr, qui est la fonction principale qui va fédérer tout ça et qui permet par son caractère immédiat
de changer énormément de choses. C'est vrai, tu parlais de la grille de lecture qu'on confronte souvent avec la tradition, par exemple. La deuxième validation, c'est aussi beaucoup le terrain. Est-ce que ça fonctionne en pratique, en thérapie, dans les arts martiaux, dans le mouvement, dans le sport, dans la kinésithérapie, etc., etc., parce que c'est bien sûr universel. Donc oui, parce que quand ça ne fonctionne pas, on s'en aperçoit assez vite. Ouais. Et il y a aussi l'aspect théorique, finalement, que les neurosciences, sans être dans une démarche scientiste, c'est-à-dire ne croire que ce qui est prouvé scientifiquement, c'est toujours intéressant quand même de voir que beaucoup de ces choses sont reproductibles sur l'étude de Numenma dont tu parlais. C'est quand même presque 800 personnes avec une méthodologie hyper carrée, parce que ça n'aurait jamais été publié dans un canard comme PNAS si ça n'avait pas été d'un niveau scientifique extrêmement élevé, extrêmement rigoureux. Donc c'est intéressant de voir ça. Et aussi reproductible chez l'animal de laboratoire, qui est très peu suspect quand même d'un caractère subjectif et d'avoir une culture et de pouvoir truquer finalement ses réactions. Ça a commencé avec les réflexes pavloviens, etc. Et maintenant, régulièrement, on a dans les réseaux de neurones la démonstration finalement que ça fonctionne comme ça, et la participation somatique qui est extrêmement importante dans tout ça. Donc tout ça c'est quelque chose d'intégrer avec des grilles de lecture qui sont parfaitement en adéquation en fait avec au moins à ces 3 niveaux. Donc ouais, l'exemple, on va un petit peu le sauter parce que ça prendrait trop. Voilà, donc inscrivez-vous à l'atelier et puis on pourra vraiment aller plus loin. En fait, c'est des exercices pour que ce soit efficace, il faut les pratiquer entre 10 et 15 minutes. Sinon, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Donc voilà, c'est un peu short. Emmanuel qui demande, as-tu travaillé avec des personnes en état de stress post-traumatique? Ouais. Ouais. Alors je vais pas. Le cas d'une personne qui, à cause d'un, ça c'est le plus parlant, parce que j'en ai eu d'autres, mais celui-là il est très parlant parce que justement ça montre cette approche qui est absolument pas basée sur la parole. C'est-à-dire que c'est une personne qui est venue me voir, elle avait un problème. Et je lui ai d'entrée dit, moi je suis pas psy, je m'intéresse pas en fait à tes traumatismes, je veux pas savoir ce qui s'est passé dans ta vie, je vais juste regarder comment tu respires, comment tu bouges, et on va faire un travail adapté. Et en fait, c'est une personne qui avait justement énormément de peur, donc je me suis contenté de faire un travail sur la peur. Et au bout de 2 mois et demi, alors cette peur l'empêchait de travailler, c'est-à-dire que dès qu'elle arrivait sur son lieu de travail, elle frisait. D'accord, donc ça l'empêchait de travailler. Frisée, sidération. Ouais. Donc au bout de 2 mois de travail, elle a réessayé d'aller à son boulot et là tout se passait bien, et elle a réussi à enchaîner. Et ensuite, donc sur le débriefing à la dernière séance où elle m'a fait ce retour-là, elle m'a expliqué, mais pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que c'était naturel, c'était presque dans son fil logique, alors qu'au départ, elle avait besoin de se qualifier comme ayant ce traumatisme-là, et ça, moi, ça m'intéresse pas, je voulais pas l'entendre. Et en fait, l'histoire, c'est que elle était ça faisait des années qu'elle était en syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué, parce que elle avait été abusée par quelqu'un de son milieu professionnel, ce qui faisait que chaque fois qu'elle retournait sur son milieu professionnel, elle se retrouvait à friser. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, et je le répète, c'était en visio, mais c'est passé que par le corps et je lui ai absolument pas parlé de sa vie. Ça a pris 2 mois en fait pour régler le problème. Ça faisait 3 ans ou 3 ans et demi qu'elle faisait arrêt maladie sur arrêt maladie, qu'elle se faisait virer, qu'elle était obligée. Donc elle était vraiment en galère depuis un moment. Et ça a pris 2 mois en fait pour régler ça à raison de, je crois qu'on a fait 4 cours ensemble, 5 cours, pas plus. Par contre, elle a travaillé entre. Et toujours sur les neurosciences, par exemple, ça nous montre bien que le système limbique, le cerveau limbique, le cerveau des émotions, ne communique pas de manière verbale avec le néocortex, c'est-à-dire le cortex cartésien, la logique, le rationnel. C'est comme ça, pas par le langage verbal, par d'autres langages, certes, mais quand même, il n'y a pas de. Ce qui montre quand même la limite de certaines approches. C'est pas pour rien que la durée moyenne d'une psychanalyse, c'est quand même 8 ans. Parce que justement, il y a certainement, alors je ne remets pas en cause ou
peu importe, c'est pas le sujet, mais les principes de la psychanalyse, mais en termes de thérapie et d'efficience thérapeutique, de pouvoir de transformation, le fait d'introduire le paramètre corps dans l'espace thérapeutique, là, ça change complètement la dynamique, parce que c'est ça. Encore une fois, on regarde la réaction au stress, à la peur, quel que soit, voilà, quelque chose qui va le faire détaler, du mammifère humain. Le stress est d'abord et avant tout, chronologiquement, c'est une définition physiologique, hein, c'est ce qu'on apprend en biologie, c'est quand même une réaction du corps au départ. Ouais, tout à fait. Avant même, très longtemps avant que le cortex s'en aperçoive. Mm. Par exemple, c'est parce qu'il faut réagir extrêmement vite. Par exemple, vous vous brûlez, vous avez déjà retiré la main avant de vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui est vulnérant et qui peut menacer votre sécurité. Et c'est le cortex qui réagit après, qui après rétrospectivement a peur, mais sur le moment, c'est le corps qui fait le moment de retrait adapté. Comme tu en parles, on est sur des arcs réflexes. Oui. Et justement, la problématique de ces émotions-là, c'est que ça devient, en fait, je pense, des arcs réflexes. C'est régulé comme un arc réflexe, donc il faut le péter comme un arc réflexe. Avec un conditionnement pavlovien, comme tu l'as décrit chez la fille qui est arrivée au boulot, où il y a un ancrage au sens de la PNL, mais c'est pavlovien. C'est croquette, salivation, clochette. C'est exactement ça. Et par contre, je veux juste en profiter pour signaler quelque chose. J'ai pas une approche réductiviste de l'humain, à savoir que ce n'est qu'un corps. Par contre, ce que je pense, c'est que le corps parasite tellement de choses qu'avant de s'intéresser à ce qu'il y a au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience, problématique que j'adresse, hein, Philippe, tu le sais, hein, mais je passe par le corps parce que il y a trop de bruit. Et en fait, comment vous pouvez savoir qui vous êtes et du coup, est-ce que vos comportements sont adaptés ou pas, si vous pensez que vous êtes quelqu'un de colérique, alors que c'est votre posture qui fait de vous quelqu'un de colérique. Donc, quand j'ai cette approche très corporelle, je ne nie pas l'existence d'une partie consciente, d'une partie spirituelle pour certains, etc. Je dis juste qu'avant de s'attaquer à ça, il faut arrêter d'être parasité par des trucs simples. Et les trucs simples, c'est les signaux, les mauvais signaux, les faux signaux qu'envoie le corps au cerveau. Ouais. C'est ça, c'est impossible ou très difficile de stabiliser l'esprit quand le corps est agité. Exactement. C'est simplement même une structure. Hein. Essayer voilà, de poser quelque chose de stable sur quelque chose qui est en train de bouger en permanence, c'est pas possible. Ça explique comme ça beaucoup les pensées parasites qu'on peut avoir dans le travail d'intériorité, que ce soit l'auto-hypnose, la méditation, etc. C'est parce que justement, il y a cette espèce d'excitation, un peu l'effet, moi j'appelle ça l'effet Coca-Cola en fait. C'est-à-dire, il y a des bulles qui remontent quand on essaie de mettre tout ça au repos. Ça explique une grande partie des insomnies, parce que le corps relargue finalement une fois que le cerveau a pris le minimum vital de sommeil. Après, il y a cette excitation qui sort des tissus, qui est engrammée dans les tissus. Et c'est ça, on revient aussi à la problématique. Typiquement, la méditation. Quelqu'un qui dit, moi, la méditation, ça marche pas sur moi parce que ça m'ennuie, ça montre juste un état d'excitation, en fait. Et effectivement, c'est un outil qui n'est pas utilisable par cette personne-là si elle est stressée. Parce qu'en fait, son corps ne peut pas accepter cet outil-là. Donc, avant de faire de la méditation, avant de comprendre des choses sur soi, d'abord, il faut calmer le corps. C'est trop difficile de travailler en état parasité, en fait. Et l'approche ne serait-ce que sur les insomnies, par exemple, de vider l'excitation avant que ça puisse interférer avec les cycles du sommeil, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Tiens, il y a encore plein de questions. Ce que l'on pourrait nommer une personnalité mélancolique serait dû à une posture de tristesse, point d'interrogation. Ah ouais, complètement. Ouais. Il m'arrive d'avoir du stress quand j'étudie sur une vidéo, c'est très désagréable car on se retrouve épuisé. Bon. Les futurs ateliers seront tout le temps à Paris, point d'interrogation. Non, pas nécessairement. Il y en a eu à Bordeaux, Toulouse et je ne sais plus. Ouais. Bordeaux et Toulouse. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai peut-être passé. S'il y avait Franck qui avait posté, est-ce que ne pas oser dire ou faire quelque chose et le manque de confiance en soi sont des émotions? Pas nécessairement. Le manque de confiance en soi, ça peut, parce que c'est relié à la tristesse.
mais pas nécessairement. Là, on est plutôt sur justement des problématiques alors, des problématiques de l'esprit qui peuvent être influencées par le fait qu'on s'identifie à une émotion. Typiquement, là, dans ce cas-là, ce serait la tristesse. Je crois que tu parlais de frustration tout à l'heure. Frustration, c'est tristesse et colère. Donc, effectivement, ça peut te parasiter, mais ensuite, c'est une autre problématique. Ok, super. Écoutez, merci en tout cas pour votre présence et toutes les questions, les échanges qu'on a pu avoir. Merci beaucoup, Yvan, pour partager toute ton expérience et ta réflexion autour de ça. N'hésitez pas à cliquer donc sur le bouton de droite pour vous inscrire au stage sur les émotions, la roue des émotions, donc la respiration, et puis également, il y a à travers donc sur le blog Art de la respiration, donc tenu par Yvan depuis plusieurs années. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai connu. Tous les ateliers qui sont quasiment, il y en a presque un par soir, enfin, où il y en a bientôt, de manière pour tous les niveaux et pour tous les goûts. Et puis l'atelier que je fais à Paris une fois par mois, un dimanche matin par mois également, où là on aborde tout ça. Et c'est vrai qu'avec la pratique et puis le travail sur soi petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place, qui sont vraiment intéressantes. Et extrêmement puissante. C'est tout à fait complémentaire de la plupart des approches que vous avez si vous êtes thérapeute ou si vous avez fait vous êtes parti dans un travail, quelle que soit la technique thérapeutique que vous utilisez, finalement, le corps a besoin de la respiration, qui est quand même cette fonction physiologique absolument vitale, et y compris au niveau émotionnel et même au niveau spirituel. Donc, c'est vraiment toute l'architecture finalement de l'être humain qui est tenue par cette dynamique-là. Et c'est vraiment intéressant de le voir de cette manière-là. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clôturer. Je regarde. Super intéressant, merci beaucoup, merci beaucoup. Des stages sur Lyon, point d'interrogation, demande Monia. Pas pour l'instant, pas prévu. Voilà, mais si vous avez il y a possibilité, si vous rassemblez suffisamment de gens intéressés à un lieu, pourquoi pas essayer d'organiser quelque chose. Oui, bien sûr. Ok. Il y a une question sur les détails du déroulement du stage. Ça, c'est plutôt d'un point de vue pratique ou d'un point de vue technique? Je pense que ça, pour avoir répondu à cette question quelques fois comme ça en aparté, c'était plus savoir ce qu'on allait faire sur les 2 jours en fait. Ah d'accord. Sur les 2 jours, on va faire le tour de la roue. Déjà pour 1 ou 2 fois, normalement 2, parce que la première fois c'est pour voir ce qui vous concerne, la deuxième c'est pour vraiment travailler en profondeur. On va essayer de faire, à la fin je vous donnerai des outils justement pour sortir de la roue, donc des outils respiratoires après avoir fait le tour de chaque émotion. Et non, là, je pense pas qu'on fasse des états modifiés de conscience parce que on n'a pas le temps. On n'est pas sur le bon format. En plus, ce que tu as d'ailleurs précisé dans ta newsletter ce matin, et on en avait déjà parlé, c'est en forme de niveau. Ouais. Là, c'est le premier niveau vraiment pour avoir une vue d'ensemble tout en allant quand même assez loin dans le travail. Oui, tout à fait. Et après, des niveaux avancés qui, de toute façon, seront accessibles que quand ce travail préliminaire a été fait. Donc, c'est des choses, encore une fois, complémentaires et qui vont s'implémenter au fur et à mesure, quoi. Des stages. Peut-être une dernière question. Franck qui pose la question sur la cohérence cardiaque. Oui. Alors, ça, émotionnellement, pour moi, ça n'a pas d'effet. Ça a un effet sur la régulation du système nerveux autonome, si c'est fait très souvent. Personnellement, c'est pas une technique que j'utilise beaucoup, que j'apprécie, parce que elle prend trop de temps pour les effets moyens, on va dire, qu'elle amène. Mais pour des gens qui respirent mal ou qui n'ont pas beaucoup d'outils, c'est très correct. C'est ça. Oui, il était bien montré que finalement, le seul fait de porter la conscience sur sa respiration déjà la ralentit. Ouais, c'est ça. Je crois que ça avait même été chiffré. Et déjà, le fait de le ralentir déjà amène un calme, en fait. C'est ce qu'on
Et sachant que la cohérence cardiaque n'est pas censée amener du calme. La cohérence cardiaque est censée amener un état d'équilibre. Donc le calme, on doit être au-delà de ça. C'est ça. Ok. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas encore à cliquer sur le lien donc, qui est à droite. Et puis, vous pouvez retrouver, de toute façon, je vous ai posté, en tout cas, si vous venez de la liste, pareil pour le lien qu'a envoyé la newsletter de Yvan à partir de l'art de la respiration du blog. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Et puis, on reste bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions par mail. Enfin, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, quoi. Ouais, voilà. Merci Yvan. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous et à bientôt. Ouais.